Il s'appelle Ramon Abbas, il a 2,8 millions d'abonnés Instagram, un projet de biopic par 50 Cent, et il a blanchi 300 millions de dollars. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment cet escroc nigérian est devenu l'un des plus grands cybercriminels de l'histoire. Nous sommes en 2019, Ramon Olorunoa Abbas, connu sous le pseudonyme de Ray ou encore l'arnaqueur du Palazzo Versace, est un richissime influenceur Instagram vivant à Dubaï. Son profil social est une véritable vitrine de produits de luxe et de grandes marques. Gucci, Fendi, Versace, Balenciaga, Louboutin, il y a quasiment toute la galaxie de luxe à portée de main dans sa garde-robe. Sa vie digitale expose le paradis du placement de produits, il affiche son mode de vie riche et ostentatoire sans aucune retenue, et c'est le terreau même de son succès sur les réseaux sociaux. Certaines de ses vidéos le montrent en pleine séance de shopping délirant dans lesquelles il se vante de dépenser 20 000 $ en l'espace de quelques minutes. Amateur de voitures de luxe, son compte déborde de photos de lui posant devant ses nouvelles acquisitions, Rolls-Royce, Bentley, Ferrari 400, 428 Spider, du délire. À force de mettre en avant des grandes marques sur son compte, ces dernières se sont progressivement mises à lui envoyer des cadeaux pour le remercier de sa fidélité mais aussi pour lui proposer des partenariats. Il s'agit parfois d'articles de luxe mais aussi de voyages tout frais payés, comme quand Louis Vuitton l'a invité au défilé de Paris, ou encore lorsque Versace a convié l'un de ses amis et lui à une soirée exceptionnelle à Kuala Lumpur durant laquelle ils ont été couverts de cadeaux. Les photos d'Abbas à bord d'hélicoptères, de vols privés, ou posant avec des célébrités, des footballeurs et des hommes politiques pullulent sur son Instagram. Plus il s'affiche, plus il gagne en popularité, sa vie fait rêver des milliers de personnes. Et pour cause. Son histoire telle qu'elle est racontée par ses fans est l'exemple parfait de la success story d'un enfant du ghetto. Originaire du Nigeria, Ramon Abbas est né le 14 octobre 1982 et a grandi à Lagos, et plus précisément à Oworonchoki, au nord-est de la mégalopole nigériane. Issu d'un milieu défavorisé, il passe son enfance et son adolescence dans la pauvreté. D'après Manfa, un de ses proches, son père était chauffeur de taxi. Et les versions divergent quant à la manière dont Abbas gagnait sa vie avant de devenir un cybercriminel. Certains affirment qu'il nettoyait des voitures dans son quartier, d'autres qu'il vendait des vêtements. La question qui brûle toutes les lèvres est donc comment un jeune Nigérian sans moyens a fait pour devenir un influenceur multimillionnaire. Si vous aimez ce genre de success stories douteuses, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, car des histoires hallucinantes comme celle-ci, j'en ai un paquet à vous raconter. Ramon Abbas est bel et bien originaire du Nigeria. Il a bien grandi dans un milieu défavorisé et il est bien devenu un influenceur multimillionnaire. En revanche, ce n'est clairement pas ses investissements dans la pierre qui l'ont mené jusque-là, mais une série d'innombrables délits et crimes informatiques. Il serait effectivement devenu vendeur de vêtements après avoir rapidement arrêté ses études, mais à la fin de ses journées de travail, Abbas se concentre sur un tout autre type d'activité. Il fait partie de ce qu'on appelle les Yahoo Boys. Il ne s'agit pas d'un boys band, mais des escrocs en ligne principalement basés au Nigeria qui sont impliqués dans des activités de fraude sur Internet. Le nom Yahoo a été associé à ces pratiques parce que les fraudeurs utilisaient, à l'époque où ce type d'arnaque a commencé à prendre de l'ampleur, les services de messagerie du même nom pour communiquer avec leurs victimes. À ses débuts, Abbas pratiquait principalement les escroqueries amoureuses, aussi appelées arnaques sentimentales. Comme tous les autres Yahoo Boys, il créait des faux profils sur des sites de rencontres pour établir des relations amoureuses en ligne. Avec ses fausses identités, il inventait des histoires pour attirer ses victimes et obtenir leur confiance. Il les séduisait, les complimentait et finissait par poser des questions intimes avec un seul but derrière, leur soutirer un maximum d'argent. Une fois la confiance établie, les Yahoo Boys proposent des opportunités lucratives à leurs victimes, souvent en échange d'un petit montant ou d'aide pour un investissement. Ça peut aussi être des demandes de cash pour des urgences fictives, pour l'achat de billets d'avion. Les prétextes sont nombreux. Ça peut sembler aberrant aujourd'hui, mais ce type d'arnaque fonctionnait vraiment très bien à cette période. Et d'ailleurs, ça continue encore. La situation est terrible pour les victimes qui subissent non seulement des pertes financières considérables, mais qui peuvent aussi souffrir de détresse émotionnelle en découvrant qu'elles ont été trompées. Parfois, des informations personnelles leur sont volées et leur identité est ensuite usurpée. Les Yahoo Boys se rassemblent souvent en groupe et en communauté, partageant des informations sur leurs victimes potentielles et sur les méthodes de fraude les plus efficaces. Ces pratiques sont évidemment illégales et elles peuvent faire l'objet de poursuites pénales. Le niveau suivant pour les Yahoo Boys, assez expérimentés, se trouve à plusieurs milliers de kilomètres du Nigeria, en Malaisie, pour plusieurs raisons. L'anonymat d'abord, parce qu'en se déplaçant vers un autre pays, il est plus aisé de tenter de se soustraire à la détection par les autorités du Nigeria.
Ça complexifie également les choses en cas d'enquête, le suivi des activités une fois les frontières passées est plus difficile parce qu'en raison de la nature internationale d'Internet, la localisation des fraudeurs peut s'avérer être un vrai défi. C'est aussi une aubaine économique car la Malaisie offrait à ce moment-là des avantages qui facilitent les activités frauduleuses. D'autant plus que la loi autour du piratage et des escroqueries en ligne s'est durcie au Nigeria avec la répression nationale des fraudeurs sur Internet. Les sites de rencontres eux-mêmes ont constaté la faille et font en sorte de renforcer leur sécurité pour contrer les fraudes amoureuses. Les Yahoo Boys ont été nombreux à s'envoler pour Kuala Lumpur, également pour profiter des structures technologiques plus sophistiquées et du laxisme des forces de l'ordre. Une vraie communauté d'escrocs s'est ainsi formée aussi facilement que rapidement. Le déménagement en Malaisie de Ramon Abbas va marquer un tournant dans sa carrière criminelle. Si les arnaques sentimentales lui rapportaient de belles sommes d'argent, ce dernier voit plus loin, plus grand, et constate les limites des escroqueries à la romance. C'est trop chronophage pour des montants accumulés qui sont trop faibles à ses yeux. En plus de ça, ce type d'arnaque implique des critères qui échappent au contrôle des escrocs. Beaucoup dépend de la nature et du caractère de la victime, comme sa générosité, sa méfiance, etc. Il lui faut donc miser sur un business plus fiable, plus rentable. Contrairement à la plupart des Yahoo Boys, Ramon Abbas va élargir son champ d'action à de nouvelles arnaques. Il ne va plus se contenter des particuliers ou des petites entreprises, il va s'orienter là où se trouve le vrai argent et ses victimes vont devenir des entreprises de plus en plus grosses jusqu'à s'attaquer aux caisses des boîtes multimillionnaires. Ses méthodes vont également évoluer, il va mettre en place des arnaques BK, terme qui se traduit par Business Email Compromise. On appelle aussi ça une escroquerie au compromis d'email commercial. Et en quelques mots, il s'agit d'un phishing sophistiqué à destination des entreprises et des organisations. Dans une arnaque bec, les fraudeurs cherchent à compromettre les emails d'une entreprise, généralement en usurpant l'identité d'un haut responsable comme un PDG ou un directeur financier. Ça se déroule en plusieurs étapes. Les escrocs identifient une cible et effectuent des recherches sur elle pour trouver des informations qui seraient utiles pour usurper son identité. Ils utilisent ensuite le compte de messagerie usurpé pour convaincre une personne dans les contacts de la victime de transférer de l'argent ou de partager des informations sensibles sur l'entreprise. Pour ce faire, ils usent de techniques d'ingénierie sociale pour gagner la confiance du destinataire. Une fois la confiance établie, le destinataire ne va pas prêter attention à la très légère modification qui aura été effectuée dans son adresse mail quand il va recevoir un mail d'un expéditeur qu'il pense connaître. Et il va potentiellement se laisser berner. Petit à petit, Abbas est entouré de spécialistes pour former une équipe solide. À chaque casse, les missions étaient définies en amont et compartimentées parmi les métiers de sa team. On retrouvait les responsables d'ouverture de faux comptes bancaires, les créateurs de sites web frauduleux, les concepteurs d'outils permettant de hacker les boîtes mail des victimes, ou encore les blanchisseurs d'argent dont le rôle était crucial puisque c'est grâce à eux que l'argent était absorbé puis disparaissait sans laisser de traces avant d'être redistribué sur plusieurs comptes bancaires différents ou transformé en bitcoin. Abbas et sa team enchaînent les gros coups, ils sont notamment impliqués dans le vol d'un cabinet d'avocats new-yorkais en 2019. Après avoir infiltré la boîte mail d'un membre du cabinet, ils ont repéré un de leurs clients qui venait d'acheter une propriété et qui avait fait appel au service d'un avocat. Lorsque le client a fini par demander les coordonnées bancaires du cabinet pour effectuer le paiement demandé pour la prestation, Abbas et sa team ont pris la main pour donner des instructions bancaires liées à leur compte. Ils ont doublé l'opération d'un appel téléphonique frauduleux afin de renforcer la confiance de la victime. Ayant fait des recherches approfondies sur le cabinet et le client, ils ont été en mesure de répondre à des questions hyper pointues qui ne laissaient aucun doute quant à leur fiabilité. C'est plus de 920 000 $ qui ont été détournés à cette seule victime de cette manière. En 2019, Ramon Abbas comptait parmi les plus grands cybercriminels en ligne du monde. Il va mener cette année-là un énorme coup avec l'un de ses associés les plus célèbres, Ghaleb Al-Omari, membre de groupes criminels internationaux. Al-Omari était mêlé à de nombreuses cyberattaques et escroqueries en ligne. Ce coup va être le plus gros mené par le duo. Il s'agit de celui de la Bank of Valletta de Malte. Abbas et Al-Omari vont détourner des fonds à cette banque, puis vont les blanchir à l'aide de virements bancaires à travers le monde, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en République tchèque et à Hong Kong principalement. C'est plus de 13 millions de dollars qui vont être volés de cette façon. Et si ce cas fait du bruit, c'est surtout parce qu'il a provoqué la fermeture de tous les systèmes de paiement sur l'île de Malte pendant un temps. Toutes les transactions ont été automatiquement suspendues, de quelque nature qu'elles fussent. Le vrai challenge pour le duo était d'avoir assez de comptes bancaires à disposition pour pouvoir dispatcher les 13 millions sans que les comptes en question ne soient détectés comme frauduleux. Toutefois, les choses ne sont pas vraiment passées comme prévu.
Contrairement à ce qu'avait imaginé Abbas, la Bank of Valletta a réagi très rapidement en déployant des mesures de sécurité d'urgence, si bien qu'ils n'ont pas eu le temps de récupérer tout l'argent détourné. L'attaque a été d'une telle gravité que le Premier ministre maltais de l'époque, Joseph Muscat, a été contraint de s'adresser au Parlement. L'affaire a tout de suite été fortement médiatisée et une enquête a été ouverte par le FBI. Le 10 juin 2020, le SWAT de Dubaï débarque dans son appartement du Palazzo Versace en pleine nuit et l'arrête. Leur collaboration avec le FBI a permis de coincer le cybercriminel et 11 autres personnes lors de 6 perquisitions simultanées. Dans son appartement, le SWAT retrouve 40 millions de dollars en cash, 13 voitures de luxe pour une valeur de 7 millions de dollars, 47 smartphones et un ordinateur portable comprenant 2 millions d'adresses mail, 15 périphériques de stockage et 5 disques durs externes. L'opération, appelée Opération Fox Hunt 2, est filmée et diffusée en ligne. Ramon Abbas, lui, est transféré à Chicago dans les 48 heures. Il est accusé de blanchiment d'argent, piratage, cyberfraude, usurpation d'identité, fraude bancaire et imposture. Ramon Abbas est condamné à 11 ans de prison et a versé 1 732 840 et $1 de dédommagement aux victimes le 8 novembre 2022. Selon Donald Ray, un membre du FBI, Ramon Abbas était avant son arrestation l'un des plus prolifiques blanchisseurs d'argent dans le monde.